Il y a toujours deux vérités dans la forêt, celle que les adultes recherchent et celle que seuls les enfants trouvent. Le 2 mai 2025, Lily, 6 ans, et Jack Sullivan, 4 ans, se sont réveillés dans leur maison de Garlock Road, en Nouvelle-Écosse, au Canada, ont joué un moment dans la cuisine, puis ont disparu à jamais. Aucun cri, aucune lutte, aucune trace au sol. Seule la couverture rose de Lily, déchirée en deux, un morceau dans un sac poubelle près de la maison, l'autre suspendu à un arbre, à 1 kilomètre de là, comme si quelqu'un avait délibérément laissé une marque. 6 mois plus tard, la police, les chiens, les drones et des centaines de bénévoles n'avaient toujours pas trouvé le moindre os, chaussure ou cheveux. 80 ans plus tôt, le 4 novembre 1945, Elaine Long, âgée de 5 ans, était partie dans le bush australien. Elle avait disparu pendant 3 jours et demi. Des milliers de personnes l'avaient recherchée et l'avaient retrouvée vivante à 14 kilomètres de chez elle. Propre, presque indemne, appuyée calmement contre un arbre et demandant « Où était maman ?» Une enfant a été engloutie par la forêt, ne laissant à ses parents qu'une couverture déchirée et un silence éternel. Une autre a été guidée à travers la pluie, les épines et la nuit, comme si une main invisible la tenait par le coude et la ramenait vers la lumière. 2 histoires, 2 continents, 80 ans d'écart. La même question effrayante, quand un enfant franchit la ligne invisible entre la maison et la forêt, qui décide s'il reviendra ou s'il restera là pour toujours? Le 2 mai 2025, dans la petite communauté rurale de Lansdowne Station, dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, au Canada, s'est produit un événement qui reste l'une des histoires les plus mystérieuses et les plus troublantes de disparition d'enfants dans l'histoire moderne du pays. Lily Sullivan, âgée de 6 ans, née en mars 2019, et son frère Jack Sullivan, âgé de 4 ans, né le 29 octobre 2020, ont disparu sans laisser de traces de leur domicile situé sur Garlock Road tôt le matin. Les enfants vivaient avec leur mère biologique, Malehai Brooks Murray, leur beau-père, Daniel Martel, et leur demi-sœur âgée d'1 an Mido, dans une zone rurale entourée d'une forêt dense, de pentes raides et de fourrés impénétrables. La veille de leur disparition, le 1er mai 2025, la famille a été vue dans un magasin Dollarama de la ville voisine de New Glasgow à 14h25. Les caméras de surveillance ont filmé Lily et Jack avec leur mère, leur beau-père et leur petite sœur. C'est la dernière fois que les enfants ont été vus en dehors de leur domicile. Selon le témoignage de Martel, les 2 enfants sont restés à la maison le jeudi 1er mai parce que Lily avait de la toux. Ils étaient également absents de l'école le 30 avril en raison d'une formation professionnelle des enseignants. Le soir du 1er mai, Brooks Murray a couché les enfants. Elle a d'abord déclaré à la police que cela s'était produit à 21h, mais a ensuite modifié sa déclaration pour indiquer 22h. Elle a également déclaré que Martel ne s'était pas couché immédiatement après elle et qu'elle ne savait pas exactement quand il était entré dans la chambre. Le matin du 2 mai, à 6h15, Brooks Murray a signalé l'absence des enfants à l'école pour cause de maladie. Entre 8h et 9h40, le 2 mai, selon Martel et Brooks Murray, ils étaient tous les deux dans la chambre avec leur fille d'1 an, Mido. Le couple a affirmé que Lily était entrée et sortie de la chambre à plusieurs reprises et qu'ils avaient entendu Jack dans la cuisine. Peu après, ils ont cessé d'entendre les enfants et ne les ont plus jamais revus. Brooks Murray a déclaré que Martel avait placé une clé à molette sur la porte d'entrée la veille au soir. Elle n'avait pas été déplacée. Martel en a donc déduit que les enfants avaient dû
avaient dû sortir par la porte coulissante arrière, qui s'ouvrait généralement sans bruit. Ils ont déclaré avoir commencé à chercher les enfants à l'extérieur en les appelant par leur nom. La mère de Martel, Jenny Mackenzie, qui vivait dans un autre bâtiment sur la même propriété, a déclaré s'être endormie vers 8h50 et s'être réveillée au son des aboiements de son chien. Elle a ensuite entendu Jack et Lily jouer sur la balançoire et rire dans le jardin avant de se rendormir. À 10h01, Brooks Murray a appelé le 911 pour signaler la disparition de Jack et Lily. Il a été rapporté que Lily portait probablement un pull rose, un pantalon rose et des bottes roses, tandis que Jack portait des bottes bleues avec des dinosaures dessus. La police est arrivée sur les lieux à 10h27. À 12h25 le 2 mai, la Gendarmerie royale du Canada a publié un communiqué informant le public de la disparition et exhortant toute personne disposant d'informations à se manifester. À ce moment-là, la police a déclaré qu'elle pensait que les enfants avaient quitté leur domicile et qu'il n'y avait aucune preuve d'enlèvement. À 16h55, la police a publié une mise à jour indiquant qu'une alerte de personnes disparues, vulnérables, avait été émise pour le comté de Pictou. À 12h45 le 3 mai, Brooks Murray a appelé la police pour signaler que le père biologique des enfants, Cody Sullivan, avec lequel elle était séparée, avait peut-être emmené les enfants de l'autre côté de la frontière, au Nouveau-Brunswick. La police a répondu à cet appel en se rendant au domicile de Sullivan à 2h50, où celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas vu Jack ou Lily depuis 3 ans. La police a ensuite demandé les enregistrements vidéo des caméras du péage de Cobequid Pass, situé sur la transcanadienne en direction du Nouveau-Brunswick. Le 3 mai, au moins une centaine de policiers et de bénévoles ont fouillé les environs du domicile des enfants à l'aide de chiens, de drones et d'hélicoptères. La mère des enfants, Maleia Brooks Murray, a déclaré à CTV News qu'elle espérait toujours que les enfants seraient contents de les retrouver, ajoutant « Nous voulons simplement qu'ils rentrent à la maison le plus vite possible ». Le 4 mai, le nombre de personnes participant aux recherches avait atteint 160, selon le sergent-chef Curtis McKeon de la Gendarmerie royale du Canada. Le 7 mai, la police a annoncé que les recherches pour retrouver les enfants disparus avaient été réduites, le sergent-chef McKinnon déclarant qu'il n'y avait eu aucune observation confirmée des enfants et qu'il était peu probable qu'ils soient encore en vie. L'un des rares éléments de preuve matérielle trouvés au cours de l'enquête était une couverture rose. Le 7 juillet 2025, la Gendarmerie royale a annoncé qu'elle effectuait des tests médico-légaux sur une couverture rose trouvée lors d'une fouille dans des zones fortement boisées près du domicile des enfants. La police a déclaré à l'époque que la famille l'avait confirmé que la couverture appartenait à Lily. Des documents publiés ultérieurement ont apporté davantage d'éclaircissements sur cette partie de l'enquête, indiquant que 3 membres de la famille avaient dit trouver la couverture dans un arbre sur Lansdowne Station Road le 2 mai, à exactement 1 mile du domicile familial. La photo a été montrée à la mère et au beau-père, qui ont confirmé qu'il s'agissait de la couverture de Lily. La police a ensuite envoyé un chien de service dans la zone où la couverture avait été trouvée, mais l'animal n'a pas pu détecter l'odeur de Lily ou de Jack. Le 4 mai, la police a saisi un autre morceau de la couverture après l'avoir trouvé dans un sac poubelle au bout de l'allée des enfants. La police a confirmé que les 2 morceaux faisaient partie de la même couverture. Les documents montrent que la police a reçu des centaines d'informations sur l'affaire, dont celle d'un témoin qui a rapporté que le matin du 2 mai, alors qu'elle voyageait avec ses fils, elle avait vu 2 enfants marcher le long de la route. Natasha Haywood a fait sa déclaration à la Gendarmerie royale le 31 mai.
El Azo décrit avoir vu une jeune fille tenant la main d'un jeune garçon. Le garçon avait les cheveux blonds sales et portait un short, tandis que la fille avait les cheveux foncés, attachés en couette, et portait un t-shirt avec des liens bleus. Selon la police, elle a déclaré que les enfants marchaient vers une femme blanche d'une 50aine ou d'une 60aine d'années, aux boucles lâches qui attendait à côté du côté passager d'une vieille berline brune ou dorée, dont la porte arrière était ouverte. Les documents indiquent qu'au début du mois de juin, la police a rencontré le témoin près du coin de Garlock Road et Lansdowne Station Road, où elle a mentionné avoir vu les enfants marcher vers le nord, en direction de Westville, en Nouvelle-Écosse, et que la voiture semblait les attendre. Lorsqu'elle a rencontré la police plus tard, Haywood a déclaré qu'elle pensait que la fille avait environ 9 ou 10 ans et le garçon 5 ans. Les enquêteurs s'efforcent de déterminer si les enfants étaient bien Jack et Lily. La Gendarmerie royale du Canada a effectué au moins 4 tests polygraphiques au cours de l'enquête. Les 2 premiers ont été réalisés le 12 mai en présence des parents des enfants, au détachement de Bible Hill, en Nouvelle-Écosse. Le test polygraphique de Martella indiquait qu'il disait la vérité, tout comme celui de Brooks Murray, qui montrait qu'elle disait la vérité lorsqu'elle répondait à des questions spécifiques. Un commentaire d'un enquêteur non identifié, figurant à la fin de la section sur les résultats des 2 tests polygraphiques, indique « À l'heure actuelle, l'enquête sur la disparition de Jack et Lily n'est pas considérée comme étant de nature criminelle. » Le 10 juin, la belle-grand-mère des enfants, Jenny Mackenzie, a subi un test polygraphique. Toutefois, un autre document indique que sa physiologie ne se prêtait pas à l'analyse et qu'aucune opinion n'a été émise sur le test polygraphique. Le père biologique des enfants, Cody Sullivan, a passé un test polygraphique le 12 juin 2025 et il a réussi, ses réponses ayant été jugées véridiques. Le 11 juin, la Gendarmerie royale du Canada a fait le point sur l'affaire, déclarant que son approche intensive de l'enquête se poursuivait. La police a précisé que l'enquête pourrait prendre plus de temps que prévu et qu'elle envisageait tous les scénarios possibles et coopérait avec les agences de tout le pays. Elle y a révélé des détails importants sur l'enquête en cours, notamment que des centaines d'heures d'images vidéo des environs du lieu de la disparition avaient été collectées, qu'elle avait officiellement interrogé 54 personnes dans le cadre de l'enquête, y compris en leur faisant passer des tests polygraphiques, et qu'une grande partie des 488 informations reçues avaient été évaluées. Le 18 mai, de nouvelles recherches ont été menées avec 115 bénévoles et membres du personnel de police. En août 2025, des documents judiciaires expurgés liés à l'affaire ont été rendus publics à la suite d'une demande d'information déposée au nom du Globe and Mail, de CBC News et de la presse canadienne. Les documents ont révélé qu'au 16 juillet, la Gendarmerie royale du Canada ne considérait plus l'affaire comme de nature criminelle. En novembre 2025, plus de 6 mois après leur disparition, les recherches se poursuivent. L'organisation bénévole Please Bring Me Home, basée à Owen Sound, s'est jointe aux recherches pour retrouver les enfants Sullivan disparus. Nick Aldridge, cofondateur de l'organisation, a qualifié l'affaire des enfants Sullivan disparus d'inhabituelle. Il a déclaré qu'au vu de la densité des bois près du domicile de la famille Sullivan, il pense que les enfants pourraient s'y trouver, malgré les efforts de recherche intensifs. Les chiens de recherche de la Gendarmerie royale du Canada ont fouillé plus de 25 miles dans la zone où les enfants ont été portés disparus. Cette affaire a suscité un vif intérêt au Canada et à l'étranger en raison des circonstances inhabituelles qui entourent la disparition. En octobre 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
offrait une récompense pouvant aller jusqu'à 150 000 $ pour toute information jugée utile à l'enquête, dans le cadre des recherches pour retrouver les enfants disparus. Aucun des indices n'a encore permis de localiser Jack et Lily, et aucune information n'a été confirmée par l'enquête, note le document. Malgré tous les efforts de la police, des bénévoles, des chiens de service, des hélicoptères, des drones et des équipes de ROM de recherche expertes, Lily, 6 ans, et Jack, 4 ans, n'ont jamais été retrouvés. Leur disparition reste l'une des histoires les plus troublantes et mystérieuses de la criminologie canadienne moderne. Le 4 novembre 1945, une petite fille a disparu des yeux de ses parents en seulement 15 minutes, au fin fond de la campagne australienne. À ce moment-là, les habitants et les visiteurs du village ne se doutaient pas qu'ils allaient assister à l'une des opérations de recherche d'enfants les plus importantes de l'histoire, qui s'est terminée par un miracle absolu. Hélène Long, âgée de 5 ans, s'est retrouvée au centre de l'attention nationale. L'histoire a commencé tôt le matin, lorsque ses parents l'ont laissée sortir, jouer dans le jardin, pour constater sa disparition 15 minutes plus tard. Dès la première heure, les recherches ont été organisées non pas selon le protocole, mais d'une manière qui n'existe que dans les petites communautés. Les voisins ont abandonné leurs activités et toute la population s'est lancée à sa recherche. À midi, non seulement les habitants, mais aussi les agriculteurs des villages voisins étaient arrivés chez les Longs et, ensemble, ils ont ratissé la zone, mais la première journée s'est terminée sans succès. Le temps n'a pas aidé. De fortes pluies ont complètement effacé les traces de petites chaussures qui, comme l'ont découvert plus tard les pisteurs, étaient le seul indice pour les recherches. Le soir venu, l'opération de recherche avait pris une ampleur considérable. Les Australiens sont un peuple solidaire, surtout lorsque tout se passe dans un village isolé. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit. Des groupes de sauveteurs parcourant le sol détrempé à la lumière de leurs lampes torches, chacun espérant entendre la voix d'un enfant. Les lumières des maisons ont été éteintes en signe de solidarité avec la famille, et même les services municipaux, après avoir reçu la nouvelle, ont commencé à préparer du matériel et du personnel. À l'aube du 5 novembre, le nombre de participants aux recherches dépassait les 300 et 40 cavaliers sont arrivés de différentes régions. Des détails ont émergé. Des traces ont été trouvées près de la maison, appartenant probablement à l'enfant, mais elles étaient si confuses sur le sol humide que même le pisteur local, Alf Ryan, a reconnu la difficulté de la tâche. La police a fait appel à un avion privé pour survoler la zone. Cependant, le paysage s'est avéré trop complexe pour permettre une reconnaissance aérienne rapide. Les traces menaient à des fourrés où n'importe quelle branche pouvait cacher quelque chose. La zone autour de la maison d'Hélène s'étendait vers l'ouest, où se trouvait un buisson épais. Les traces étaient de parallèles au lit du ruisseau, mais elles disparaissaient dans l'herbe humide, tous les quelques mètres. Les habitants ont remarqué qu'ils n'avaient jamais vu autant de monde dans la région. Même les magasins et les écoles ont fermé, afin que personne ne soit distrait de la tâche principale. C'est ce rassemblement de personnes qui a marqué cette journée. Des centaines de personnes ont mangé sur le pouce afin de ne pas interrompre les recherches, s'apportant mutuellement de la nourriture pour rendre l'effort collectif plus efficace. Le 3e jour, les autorités des régions voisines se sont jointes à l'opération. La police, des bénévoles et des habitants des villes situées dans un rayon de 100 km. Le nombre de participants a dépassé le millier et de nouveaux équipements ont fait leur apparition. Des haut-parleurs montés sur des voitures et des jeeps spéciales pour les terrains accidentés.
qui n'avait jamais été utilisé auparavant dans ce type de recherche. Tout le monde a essayé de suivre strictement les lignes afin de ne pas manquer l'enfant si elle était couchée dans les buissons. Il s'est avéré par la suite qu'à ce moment-là, Hélène était déjà loin de la zone de recherche. Sans l'aide d'adultes, la fillette a parcouru une distance considérable en 3 jours et demi, se déplaçant de manière chaotique. Ses traces ont été retrouvées près d'un ruisseau, puis sur la terre ferme, et sont soudainement réapparues près de la route. À certains endroits, on a constaté qu'Hélène avait démarché entre 2,5 et 3 km par nuit, complètement désorientée, ce qui était remarquable pour une enfant de son âge. À partir du 6 novembre, le temps s'est légèrement amélioré et les équipes de recherche ont enfin pu se déplacer sans pluie, marchant en file indienne à travers les buissons. À ce stade, la police a essayé une nouvelle tactique. Tout le monde se déplaçait strictement parmi les fourrés, sans manquer un seul brin d'herbe. Les traces d'Hélène étaient si confuses que même les pisteurs expérimentés avaient du mal à déterminer les directions. Cependant, le soir venu, un chercheur a remarqué une petite silhouette au loin, près d'un arbre. Cette scène a été mentionnée dans tous les rapports et témoignages oculaires. Hélène Long était appuyée contre un arbre, parfaitement calme malgré 3 jours sans nourriture, et un effort physique intense et constant. Elle s'est approchée elle-même du sauveteur, sans pleurer, et a simplement demandé calmement « Je veux ma maman ». Elle a été retrouvée à 8 miles de chez elle, près d'un ruisseau, où les pisteurs pouvaient à peine distinguer de vieilles empreintes de pas. Les médecins ont immédiatement emmené l'enfant à la clinique. Malgré le voyage éprouvant, Hélène était physiquement indemne. Elle n'avait que quelques égratignures et ampoules aux pieds, et ses vêtements étaient sales, mais pas sérieusement endommagés. Les médecins ont remarqué le calme remarquable de la fillette et ont demandé à ses parents de ne pas la déranger avec des questions inutiles. Hélène était dans un état de stress léger, mais ne montrait aucune peur. À ce moment-là, l'enquête a commencé. Comment une enfant de 5 ans avait-elle pu survivre seule pendant si longtemps, parcourir 80 km sur un terrain accidenté et éviter les blessures graves ou les rencontres dangereuses? À en juger par son récit et l'analyse de ses traces, Hélène buvait l'eau des flaques, se déplaçait principalement pendant la journée, se couchait sous un arbre ou se cachait dans les buissons la nuit et ne s'éloignait jamais beaucoup de l'eau. Elle a entendu plusieurs fois les voix des sauveteurs, mais elle avait peur de se diriger vers le bruit de crainte de se perdre, encore plus. Plus tard, on a appris que le 3e jour, des traces fraîches avaient été repérées depuis un avion à quelques kilomètres de la zone de recherche principale. Cependant, seule l'équipe au sol se trouvait à cet endroit et a pu retrouver la fillette. Cet épisode a révélé les lacunes de l'ancien mode de recherche. Même si la direction choisie est la bonne, un enfant qui marche de manière chaotique peut facilement dépasser la chaîne de recherche la plus dense. C'est pourquoi le cas d'Hélène est souvent cité comme une raison pour changer les méthodes d'opération de sauvetage. Les dossiers hospitaliers ont montré que la fillette n'avait pas souffert de déshydratation grave, grâce à la pluie et à sa capacité à s'orienter dans la campagne. Elle n'a pas souffert d'hypothermie, même si les températures nocturnes sont descendues en dessous de 10 °C. Lorsqu'on lui a donné de l'eau et de la nourriture pour la première fois, Hélène a mangé avec appétit du pain et du lait et a demandé une glace, surprenant le personnel hospitalier. Hélène s'est souvenue plus tard de cet épisode avec le sourire. Les moments les plus difficiles sont restés dans sa mémoire comme une simple promenade. La police a noté les traits de caractère remarquables de l'enfant: endurance, calme et capacité à prendre des décisions dans des situations stressantes. Selon le pisteur Alf Ryan, son comportement était unique. La plupart des enfants, lorsqu'ils se retrouvent dans la forêt, ont peur et restent immobiles. Mais Hélène bougeait constamment,
choisissant des endroits pour se reposer qui pouvaient la protéger de la pluie et du vent. Après cet incident, la famille d'Hélène s'est activement impliquée dans des projets éducatifs, contribuant à recommander de nouvelles approches pour la recherche d'enfants disparus en Australie. Rapidement, cette affaire a été incluse dans des rapports comme un exemple exceptionnel de survie. Une enfant de 5 ans parcourant 80 km sur un terrain accidenté est reconnue comme l'un des cas les plus remarquables de l'histoire. Cette histoire a été discutée au niveau national et, des décennies plus tard, elle a été ajoutée à une série de supports de formation destinés aux sauveteurs. Hélène Long est restée longtemps sous surveillance médicale, mais aucune blessure grave n'a été constatée. 2 semaines plus tard, elle a pu quitter l'hôpital et sa famille l'a emmenée chez sa grand-mère pour qu'elle se remette de son épreuve. Sur une photo prise le jour de son retour à la maison, ses yeux sont grands ouverts de surprise. Les médecins ont noté que cet effet apparaît souvent après des situations stressantes prolongées chez les enfants disparus. Les sauveteurs et les participants à l'opération de recherche ont reçu des distinctions et le conseil a recommandé que le pisteur Alf Ryan soit récompensé pour son travail exceptionnel. Les habitants ont souligné que ce sont leurs efforts conjoints et leur soutien mutuel pendant ces jours de détresse qui ont jeté les bases du succès. Personne n'est resté indifférent ou n'est parti avant que la dernière trace ne soit trouvée. Le cas d'Hélène Long reste controversé, même parmi les chercheurs expérimentés en anomalies et les partisans des théories paranormales. Voici une sélection de faits et de bizarreries qui ont conduit à des hypothèses sur des interférences inhabituelles ou des phénomènes inexpliqués. La première chose que de nombreux experts en recherche ont souligné est dès que la fillette de 5 ans avait parcouru environ 80 km en 3,5 jours, dans des conditions météorologiques difficiles et sur un terrain accidenté et dangereux, avec de la pluie presque tout le temps. Selon les pisteurs, ces traces ont été trouvées dans les endroits les plus inattendus. Parfois, elles semblaient zigzaguer d'avant en arrière, parcourant de nombreux kilomètres en quelques heures, ce qui semble incroyable pour une enfant de cet âge et de ce développement physique. Deuxièmement, lorsqu'Hélène a été retrouvée, il s'est avéré que son corps ne présentait pratiquement aucune blessure grave, quelques égratignures mineures, des ampoules aux pieds, mais pas une seule blessure grave, ou coupure causée par les buissons épineux et les branches acérées qui abondent dans le bush australien. Les chercheurs ont été étonnés de constater que même un adulte n'aurait pas pu parcourir le trajet indiqué en si peu de temps et sans nuire gravement à sa santé. Ce détail a donné lieu à une première vague de théories sur une protection venue d'en haut ou une influence paranormale, comme si quelqu'un ou quelque chose avait aidé l'enfant. Troisièmement, la fillette ne présentait pratiquement aucun signe de déshydratation, alors que, selon les calculs médicaux, un enfant de 5 ans se trouvant dans la nature sans approvisionnement suffisant en eau risque de subir des changements irréversibles après seulement 48 heures. Les médecins ont suggéré qu'Hélène avait survécu en buvant dans des flaques d'eau après la pluie. Cependant, même cette stratégie ne permet généralement pas d'éviter l'épuisement au 4e jour. Une endurance physique phénoménale ou une aide invisible, c'est l'une des versions qui fait encore l'objet de discussions. Les rapports de police indiquent que les chercheurs auraient vu la fillette à plusieurs reprises de loin. Cependant, lorsqu'ils s'approchaient, les traces disparaissaient. Le son de leur voix s'estompait. Cela a suscité des discussions parmi les amateurs de paranormal qui ont affirmé que les disparitions soudaines des traces ou des mouvements de l'enfant étaient trop fréquentes et illogiques pour une recherche standard. Des hypothèses continuent d'apparaître sur Internet. Hélène aurait-elle été victime d'une zone d'anomalie qui aurait affecté sa perception de l'espace ou
aurait-elle rencontré un guide mystique? Les chiffres des archives montrent ce que dans des disparitions similaires, les enfants de 5 ans ordinaires se cachent presque toujours, évitent de se déplacer et s'éloignent rarement de plus de 6 km de leur point de départ. Hélène a marché plus de 13 km en ligne droite, à travers une brousse accidentée, et ses traces montrent qu'elle a parcouru au total 80 km, en restant sur sa trajectoire et en choisissant sa direction même dans des conditions de mauvaise visibilité. Il existe également une légende rare selon laquelle, depuis des siècles, les habitants de cette région racontent des histoires de guides invisibles, des animaux ou des esprits qui pourraient conduire les enfants hors du fourré ou les empêcher de mourir. L'apparition d'Hélène près de l'arbre, dans un état de calme total, sans peur ni panique, a déclenché une nouvelle vague de discussions. Les psychiatres ne parviennent toujours pas à expliquer l'extrême stabilité du système nerveux d'une si petite fille après 3 jours d'isolement complet, une situation stressante et l'absence d'adultes. Certains chercheurs en paranormal attribuaient cela au phénomène dit d'expérience limite. Lorsqu'une personne en situation critique se trouve dans un état de conscience altéré ou psychologiquement protégé. La confirmation la plus frappante de cette anomalie est l'évaluation médicale finale. L'enfant n'a pas souffert d'hypothermie, de malnutrition ou de blessures graves, même si elle a été pratiquement laissée seule dans la nature. Officiellement, toutes les raisons de sa survie ont été expliquées comme des coïncidences. Les pluies récentes, la chance et une détermination inhabituelle chez un enfant ordinaire. Mais du point de vue des partisans des hypothèses anormales, il y a clairement ici des événements qui n'ont pas été entièrement expliqués. C'est pourquoi aujourd'hui, le cas d'Hélène Long est cité non seulement comme un miracle médical et criminel, mais aussi comme un sujet de discussion dans les communautés ufologiques, anormales et de recherche en Australie et dans le monde entier. Beaucoup sont convaincus que ce cas, comme beaucoup d'autres phénomènes invisibles du bush australien, ne recevra pas d'explication complète avant longtemps. 2 histoires, 2 continents, 8 décennies d'écart. Dans l'une, des enfants ont disparu à jamais, ne laissant derrière eux que le silence et d'étranges marques dans la forêt. Dans l'autre, une enfant a traversé l'enfer et en est sortie indemne, comme si quelqu'un d'invisible l'avait guidée par la main. L'une des histoires se termine par la forêt qui les emporte. L'autre se termine par la forêt qui les laisse partir. Mais les deux laissent la même question qui fait encore frissonner quiconque a déjà laissé un enfant aller dans la forêt. Qu'arrive-t-il réellement aux enfants lorsque les adultes ne peuvent plus les voir ?